Imaginez ceci, c'est le 16 octobre 1946. Dans les murs de pierre froide de la prison de Nuremberg, un homme qui s'appelait autrefois le roi de Pologne s'apprête à faire face à son jugement final. Mais ce n'est pas n'importe quelle exécution, c'est la mort lente et agonisante de Hans Frank, l'un des bouchers les plus fiables d'Hitler, un homme dont le règne de terreur coûta des millions de vies. Mais d'abord, si vous êtes fasciné par les coins sombres de l'histoire comme celui-ci, appuyez sur ce bouton d'abonnement et sonnez la cloche de notification. Nous sommes Veil History et nous découvrons les histoires que d'autres ne racontent pas. Nous vous apportons les vérités les plus choquantes, brutales et cachées du passé. Ne manquez pas ce qui arrive ensuite. Ce que vous êtes sur le point d'entendre vous perturbera. L'exécution de Hans Frank ne fut ni rapide ni miséricordieuse. Ce furent 15 minutes d'agonie pure, délibérément bâclées par un bourreau qui voulait que ces criminels de guerre nazis souffrent autant que leurs victimes l'avaient fait. Ceci est l'histoire de comment l'avocat personnel d'Hitler devint le boucher de Pologne et rencontra sa fin brutale à la potence. Hans Michael Frank n'était pas né mauvais. Il fut rendu ainsi. Né le 23 mai 1900 à Karlsruhe en Allemagne, d'un père avocat prospère et d'une fille de banquier, Frank semblait destiné à la respectabilité. Mais quand sa mère abandonna la famille pour un amant à Prague quand Hans n'avait que 10 ans, quelque chose se brisa à l'intérieur du futur meurtrier de masse. Le chaos de l'après-Première Guerre mondiale fournit le terrain de reproduction parfait pour la transformation de Frank. En tant que soldat de 17 ans revenant de guerre, il rejoignit les violents Freikorps, escadron de la mort paramilitaire qui parcourait l'Allemagne, écrasant quiconque il jugeait responsable de leur défaite. Ce n'étaient pas seulement des soldats, c'étaient des voyous qui s'engageaient dans des exécutions de rue et des meurtres politiques, préparant le terrain pour les brutalités ultérieures du régime nazi. La descente de Frank dans les ténèbres s'accéléra quand il rejoignit la mystérieuse société de Thule, un groupe occulte obsédé par la supériorité raciale qui sponsoriserait plus tard le Parti des travailleurs allemands, le précurseur du parti nazi. En 1923, il marchait aux côtés d'Hitler lors du putsch raté de la brasserie. Et quand cette tentative de coup s'effondra dans les coups de feu et la mort, Frank fuit comme un lâche vers l'Italie. Revenant en Allemagne en 1924, Frank se transforma en conseiller juridique personnel d'Hitler et avocat en chef du parti nazi, les représentant dans plus de 2400 affaires. Un ancien professeur le supplia une fois. « Je vous supplie de laisser ces gens tranquilles, rien de bon n'en sortira. Les mouvements politiques qui commencent dans les tribunaux criminels finiront dans les tribunaux criminels. » Comme ces mots se révéleraient prophétiques. La vie personnelle de Frank était aussi tordue que sa politique. Son mariage avec Brigitte Herbubst était une union froide et calculatrice. Elle devait être mariée avant 30 ans et il avait besoin de quelqu'un pour contrôler ses ambitions. Leur relation était construite sur l'exploitation mutuelle. Elle lui donna 5 enfants, non par amour, mais comme arme pour le manipuler, menaçant « Hans, je t'ai donné 5 enfants chaque fois qu'elle voulait quelque chose ». Brigitte, qui s'appellerait plus tard la reine de Pologne, était également corrompue. Elle conduisait ouvertement des aventures, tout en forçant Frank à engendrer des enfants qu'il ne voulait pas. Quand Frank tomba amoureux de son amour d'enfance, Liligo, en 1942, la réponse de Brigitte fut glaciale. « J'aimerais mieux être la veuve que la divorcée d'un ministre du Reich ». Elle accusa même faussement son amante d'être juive auprès d'Heinrich Himmler, montrant à quel point le poison de l'idéologie nazie avait infecté leur vie. Quand l'Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939, la vraie nature de Frank eut enfin libre cours. Hitler le nomma gouverneur général de la Pologne occupée. Et la réaction de Frank révèle tout sur son caractère. Rentrant chez lui pour annoncer la nouvelle à Brigitte, il tomba à genoux et déclara « Brigitte, tu vas devenir la reine de Pologne ». La vision de Frank pour la Pologne n'était rien de moins que génocidaire. La Pologne sera traitée comme une colonie. Les Polonais deviendront les esclaves du grand empire mondial allemand, proclama-t-il. Ce qui suivit fut un règne de terreur si brutal que Frank gagna le surnom de boucher de Pologne. Les statistiques sont stupéfiantes. Sous la règle de Frank, plus de 4 millions de personnes furent assassinées. Il supervisa la création du ghetto de Varsovie, entassant plus de 400 000 juifs dans 3,5 km², une moyenne de 7,2 personnes par pièce. Les rations alimentaires quotidiennes pour les juifs étaient limitées à seulement 184 calories, comparées à 2613 pour les Allemands.
Les gens mouraient littéralement de faim dans les rues tandis que Frank vivait dans le luxe au château de Wawel à Cracovie, le siège ancestral des rois polonais. La nature sadique de Frank se montrait dans ses commentaires désinvoltes sur le meurtre de masse. Quand on lui demanda à propos des affiches d'exécution à Prague annonçant 7 morts tchèques, Frank remarqua cyniquement « Si je devais afficher une affiche pour chaque 7 Polonais abattus, les forêts de Pologne ne seraient pas suffisantes pour fabriquer le papier. » Mais la vraie étendue de la dépravation de Frank devient claire quand vous comprenez ses politiques de famine délibérée. Le gouvernement général, sous son contrôle direct, fut systématiquement dépouillé de sa production agricole. La nourriture qui aurait pu nourrir des millions de Polonais et Juifs affamés fut expédiée directement en Allemagne, laissant la population occupée survivre avec des rations de subsistance qui garantissaient une mort lente. Frank savait exactement ce qu'il faisait. Ce n'étaient pas des dommages collatéraux de guerre, c'était un génocide, calculé par la famine. Encore plus glacial étaient les ordres directs de Frank concernant l'extermination juive. Le 16 décembre 1941, il dit à ses hauts fonctionnaires, avec une précision froide, « Nous devons anéantir les Juifs, partout où nous les trouvons, et chaque fois que c'est possible. » Ce n'était pas le délire d'un fou, c'était la directive calculée d'un bureaucrate de la mort, livrée dans le même ton qu'il pourrait utiliser pour discuter de politique fiscale. Tandis que des millions mouraient de faim, la famille Frank vivait comme des royaux sur la richesse volée. Brigitte Frank conduisait à travers les ghettos de Varsovie et Cracovie dans sa Mercedes-Benz ouverte, faisant du shopping pour des bijoux et fourrures auprès de juifs terrifiés, qui n'avaient pas d'autre choix que de vendre leurs possessions pour la nourriture. Elle jetait même les servantes attirantes, paranoïaques que son mari infidèle en série les séduise. Leur maison de week-end, Schloss Kressendorf, était meublée de trésors volés des palais polonais, tandis que des trains pleins de juifs destinés à Auschwitz passaient devant leurs fenêtres. La propre sœur de Frank profita du génocide, visitant les camps de concentration pour tromper les juifs arrivants en leur donnant des diamants en échange de fausses promesses d'aide, promesses qu'elle ne tint jamais. La corruption de la famille s'étendit au vol d'art à échelle industrielle. Frank fuit Cracovie en 1945 avec 3 camions pleins de chefs-d'œuvre volés, incluant des œuvres de Rembrandt, Raphaël et Da Vinci. Parmi les décorations de son bureau se trouvait la Dame à l'hermine de Léonard de Vinci, l'une des seulement 3 peintures à l'huile du maître de la Renaissance dans le monde entier. Ce qui rend ce pillage encore plus grotesque est comment Frank se le justifia à lui-même et aux autres. Quand on interrogea plus tard sur les trésors d'art volés, il eut l'audace de prétendre « Je ne collectionnais pas de tableaux et je n'ai pas trouvé le temps pendant la guerre de m'approprier des trésors d'art. J'ai pris soin de voir que tous les trésors d'art du pays qui m'étaient confiés soient officiellement enregistrés. » L'homme qui assassina des millions eut le culot de se présenter comme un curateur attentif de la culture polonaise, même en la détruisant systématiquement. L'hypocrisie s'étendit à toute son administration. Frank s'entoura d'autres officiels nazis qui voyaient la Pologne comme leur trésor personnel. Ils établirent des réseaux élaborés pour piller tout, des machines industrielles aux bijoux personnels, tout en maintenant la façade qu'ils apportaient la civilisation au peuple polonais. Pendant ce temps, les intellectuels polonais, prêtres et leaders communautaires furent rassemblés et exécutés dans une campagne délibérée pour détruire la culture et l'identité polonaise. Ce qui rend Frank particulièrement troublant n'est pas seulement l'échelle de ses crimes, mais sa capacité à compartimenter sa brutalité. Pendant la journée, il signait des ordres de mort pour des milliers. Le soir, il jouait du piano et assistait à des représentations d'opéra, souvent organisant des événements culturels au château de Wawel. Il ne voyait aucune contradiction entre son amour de la musique classique et son extermination systématique de populations entières. Le fils de Frank, Nicolas, révéla plus tard que son père croyait sincèrement qu'il apportait ordre et culture à la Pologne, même en la détruisant. Ce n'était pas la mentalité d'un psychopathe délirant, c'était quelque chose de bien plus terrifiant. Un homme éduqué et cultivé qui se convainquit que le génocide était une forme de progrès. La banalité du mal de Frank est peut-être plus évidente dans son approche administrative du meurtre de masse. Il ne torturait pas ou ne tuait pas personnellement ses victimes, il signait simplement des papiers, émettait des ordres et assistait à des réunions où les vies humaines étaient réduites à des statistiques et problèmes logistiques. Il transforma le génocide en bureaucratie, rendant l'Holocauste possible. À travers la machinerie banale de l'administration gouvernementale. Le monde de Frank s'effondra alors que les forces alliées se rapprochaient, capturées par les troupes américaines le 4 mai 1945. Ironiquement,
les mêmes soldats qui avaient libéré Dachau quelques jours plus tôt. Frank fut forcé de marcher à travers un passage de soldats qui le battirent impitoyablement. Ces hommes avaient vu les horreurs nazies de première main, et ils s'assurèrent que Frank ressente une fraction de la douleur qu'il avait infligée. Incapable de faire face aux conséquences de ses actions, Frank tenta le suicide 2 fois, se tailladant inefficacement le poignet gauche. « J'ai essayé de me suicider parce que j'ai tout sacrifié pour Hitler, et cet homme pour qui nous avons tout sacrifié nous a tous abandonnés, gémit-il. Son propre fils révéla plus tard que Frank craignait d'être traité de la façon dont il avait traité les autres. Au procès de Nuremberg, Frank fit face aux accusations de conspiration pour commettre des crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dans une tentative désespérée de se sauver, il rendit volontairement 43 volumes de ses journaux personnels, croyant qu'ils aideraient sa défense. Au lieu de cela, ces documents fournirent des preuves dévastatrices de sa culpabilité. Le témoignage de Frank fut un chef-d'œuvre de manipulation intéressée. Il prétendait ressentir une culpabilité terrible tout en argumentant simultanément qu'il n'était pas responsable, qu'il n'avait ordonné que des mesures de pacification nécessaires et qu'il n'avait jamais su pour les camps de concentration. Son propre fils confirma plus tard que les 2 parents savaient tout sur les camps d'extermination. Le 1er octobre 1946, le tribunal militaire international déclara Frank coupable et le condamna à mort par pendaison. Sa réponse, mort par pendaison, je l'ai mérité et je m'y attendais. Mais la justice à Nuremberg vint avec une touche de brutalité poétique. Le bourreau de Frank était le sergent-chef de l'armée américaine John C. Woods, un homme qui n'avait pas d'expérience documentée comme bourreau. Beaucoup croient que Woods bâcla délibérément des exécutions pour faire souffrir les criminels de guerre nazis. Le matin du 16 octobre 1946, Frank devint le 5e défendeur à monter sur l'échafaud. Le journaliste Joseph Kingsbury Smith, qui assista à l'exécution, nota que Frank était le seul des condamnés à entrer dans la chambre avec un sourire sur le visage, croyant peut-être que sa conversion de dernière minute au catholicisme sauverait son âme. Les derniers mots de Frank furent pathétiques. « Je suis reconnaissant pour le traitement bienveillant pendant ma captivité, et j'ai demandé à Dieu de m'accepter avec miséricorde. » Puis la trappe s'ouvrit. Ce qui se passa ensuite fut délibérément horrifique. La chute fut insuffisante pour casser le cou de Frank, le faisant mourir par strangulation lente. Pendant 11 minutes agonisantes, Frank convulsa et lutta au bout de la corde, son corps se tordant dans une danse grotesque de mort. La trappe était trop petite, lui causant des blessures sanglantes à la tête en tombant. Chaque seconde de ces 11 minutes était une revanche pour les millions qui étaient morts sous sa règle. Le sergent Woods insista plus tard qu'il avait exécuté toutes les exécutions correctement et déclara qu'il était très fier de son travail. Frank avait 46 ans quand il mourut finalement. Son cadavre fut incinéré et les cendres dispersées dans la rivière Isar, s'assurant qu'aucun sanctuaire ne puisse jamais être construit pour honorer ce monstre. L'histoire de la famille Frank ne se termina pas avec l'exécution de Hans. Brigitte et Frank ne parlent plus jamais positivement du Troisième Reich, mourant en 1959, le 20e anniversaire de son fils Nicolas. Les enfants gérèrent leur héritage nazi de façon drastiquement différente. Line déménagea en Afrique du Sud d'apartheid parce qu'elle aimait l'apartheid, tandis qu'une autre se suicida à 46 ans, le même âge auquel son père fut exécuté, parce qu'elle ne voulait pas vivre plus longtemps que son père. Plus remarquablement, le fils Nicolas Frank écrivit un livre dévastateur intitulé « Le père, un règlement de compte », dénonçant complètement son père et questionnant ses remords prétendus avant l'exécution. Quand accusé de mentir par son propre frère, Nicolas resta ferme. Certaines blessures de l'ère nazie ne guérissent jamais, même au sein des familles. L'exécution de Frank envoya un message clair aux futurs dictateurs et criminels de guerre. Il n'y a pas d'échappatoire à la justice, peu importe votre position élevée ou la distance à laquelle vous fuyez. L'homme qui dirigea autrefois la Pologne d'une main de fer mourut en s'étranglant au bout d'une corde. Ces derniers moments un écho délibéré de la souffrance qu'il avait infligée à des millions. Comme le procureur de Nuremberg l'a dit, 1000 ans passeront et encore cette culpabilité de l'Allemagne n'aura pas été effacée. Les 15 minutes de mort de Hans Frank n'étaient que le début de ce règlement de compte éternel. À la fin, il n'y eut pas de larmes versées pour Hans Frank. Le boucher de Pologne rencontra le même sort impitoyable qu'il avait imposé à d'innombrables innocents. La justice, retardée mais non niée, vint pour lui de la façon la plus brutale possible, et il mérita chaque seconde agonisante. Si cette histoire de justice et vengeance du chapitre le plus sombre de l'histoire vous a choqué,
assurez-vous d'être abonné à Veil History. Nous découvrons les vérités les plus brutales que d'autres chaînes n'osent pas raconter. Appuyez sur ce bouton j'aime si vous croyez que justice fut rendue et faites-nous savoir dans les commentaires quelles autres figures historiques sombres vous voulez que nous exposions ensuite. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, l'histoire a toujours son règlement de compte.